Hebdo. Bonjour Aude. Bonjour et Emmanuel. Bon anniversaire à vous. Merci, ça me touche beaucoup, vous y pensiez. Votre rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire de cette semaine, Parlement Hebdo. À la une aujourd'hui, une mission qui vaut de l'or. Christine Boutin sous pression après les révélations du Canard enchaîné. 9 500 € mensuels pour rédiger un rapport sur la mondialisation. Critiquée de toutes parts, l'ancienne ministre est contrainte de renoncer à sa rémunération. Querelle de famille chez les écolos. Bisbee et amabilité lors de la convention sur l'avenir d'Europe Écologie, avec 2012 comme ligne d'horizon et le choix entre la candidature de Cécile Duflot, l'étoile montante des Verts, ou celle de l'ancienne juge Eva Joly. Ramayad, taclé par le chef de l'État pour ses critiques sur l'hébergement de l'équipe de France en Afrique du Sud. En Conseil des ministres, Nicolas Sarkozy demande d'éviter les petites phrases à tendance populiste. Alors que s'ouvre la Coupe du Monde, la secrétaire d'État au sport, de plus en plus marginalisée au sein du gouvernement. Et avec nous pour commenter l'actualité, François de Rugy. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes député de Loire-Atlantique, l'un des 3 députés verts à l'Assemblée, avec Yves Cochet et Noël Mamère. Vous êtes le plus jeune de ce trio écologiste, d'ailleurs l'un des plus jeunes de l'Assemblée, que vous avez rejoint il y a 3 ans, à l'âge de 34 ans. Vous êtes membre de la Commission des Finances également, lieu stratégique où il faut être, aviez-vous dit. Et à propos de finances, justement, François de Rugy, vous êtes l'un des très rares à jouer la transparence totale sur vos revenus. Vous les donnez sur votre site internet, 6 088 € net mensuels, dont 5 200 d'indemnités de député. Vous dites qu'il faut lever le tabou, donc afficher la transparence en pleine affaire Boutin. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde fasse comme vous ? Je crois que ce serait bien que les règles changent. Aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat et nous sommes assez peu de volontaires. Je crois qu'en matière de transparence, notamment sur la fameuse indemnité de frais de mandat que les députés ont, et c'est tout à fait normal que nous ayons cette indemnité qui nous permet de fonctionner dans notre circonscription. Moi, j'ai par exemple 1 200 € de loyer tous les mois pour ma permanence. Je fais un petit journal, il faut bien le payer, l'imprimer, le distribuer. Mais ce serait bien quand même que tout le monde dise tous les ans, voilà quelles sont les dépenses qui ont été assurées grâce à cette indemnité. Moi, je souhaite aussi qu'on aille plus loin par rapport notamment à la retraite des députés. Il va y avoir le débat sur les retraites, quoi qu'on pense de la réforme préparée par le gouvernement, peut-être que nous en reparlerons. Il n'est pas normal, il n'est pas supportable par nos concitoyens de voir qu'il y a un régime spécial si avantageux pour les parlementaires qui est très déficitaire. Les présidents des 2 assemblées ont vu Éric Woerth cette semaine, sûrement pour en parler. Moi, je souhaite qu'on en parle dans les jours et les semaines qui viennent et qu'on agisse, qu'on ne se contente pas d'en parler. Allez, si vous le voulez bien, on va commencer la semaine avec évidemment la journée du lundi qui bruisse encore des noms d'oiseaux que se sont envoyés pendant le week-end vos amis écologistes. Alors, propos recueillis, la structuration d'Europe Écologie est un bide total à propos du numéro 2 des Verts, Jean-François Vincent Placé. Crétin, répond Daniel Cohn-Bendit d'Europe Écologie. Voilà ce qu'on aura en substance retenu du rassemblement du week-end. Quand les écologistes renouent avec les vieux démons des rivalités, c'est un sujet de Jérémy Hartmann. Depuis les succès électoraux d'Europe Écologie, on pensait que les guéguerres internes étaient oubliées, que ses membres avaient enfin découvert les vertus de la discipline. Mais samedi, sur la scène de la Cigale à Paris, les leaders du mouvement sont retombés dans leur travers du passé. Nom d'oiseau, règlement de compte à distance, Daniel Cohn-Bendit et Cécile Duflot ont offert un spectacle vaudevillesque aux quelques 500 militants venus assister au débat. De dire de quelqu'un qui a un certain âge, est-ce que vous voulez celle-là ou une vieille éthique, ce n'est pas du niveau de crétin. Ne nous mangeons pas et ne nous manquons pas entre nous, merde alors. Hasard ou coïncidence, la cible des critiques n'était pas dans la salle ce jour-là. Jean-Vincent Placet, très chahuté pour les propos qu'il a répandus dans la presse la veille. Avec 6000 signataires, le numéro 2 des Verts qualifie de bide total la campagne d'adhésion à Europe Écologie. Quant à Eva Joly, pressentie pour être la candidate du mouvement à la présidentielle de 2012, il la traite de vieille éthique. Quand il y a un malaise évident et qu'à peine que j'arrive ici, tout le monde ne parle que d'un problème, il faut en parler. On n'est pas quand même des hypocrites totaux parce qu'il y a des journaux, il y a quelques caméras de télévision, on ne va pas parler de ce qui fâche. Il faut vider l'abcès.
Daniel Cohn-Bendit demande la création d'un comité d'éthique après cette polémique interne. Cécile Duflot a elle aussi désavoué les propos de son bras droit. La secrétaire nationale des Verts se serait bien passée d'une telle publicité. Tout le monde doit quand même avoir conscience de la responsabilité qu'on a tous. On a une responsabilité. Et après, j'espère que les uns et les autres sauront freiner leurs ardeurs du moment. Dans cette cacophonie ambiante, les militants n'en savent pas vraiment plus sur ce que doit devenir Europe Écologie. Réseau, coopérative, fédération, rien ne sera tranché avant le congrès fondateur de novembre prochain. Une chose est sûre, Europe Écologie ressemblera à tout, sauf à un parti traditionnel. Alors François de Rugy, Daniel Cohn-Bendit et Jean-Vincent Placé qui se détestent et qui le montrent, c'est mal parti, le grand rassemblement écologiste, on dirait. C'est malvenu. Il se trouve que je connais assez bien les deux personnages, car ce sont deux personnages, que je suis plutôt ami avec les deux, que ce sont des gens qui sont plutôt assez bons vivants et qui sont intelligents politiquement. Donc je crois qu'ils valent mieux et l'un et l'autre que ce genre de petites phrases. Vous leur en avez parlé après ? J'en ai parlé avec Jean-Vincent Placé parce que je lui ai dit que c'était vraiment, comme je le disais, malvenu, c'était des propos totalement déplacés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça me fait un petit peu penser, si vous voulez, Europe Écologie aujourd'hui, c'est un petit peu comme une famille recomposée. Et donc, il y a les premières semaines, les premiers mois, on est content de refonder une famille, on a été séparés parfois par la vie, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a quand même des tensions, il y a des difficultés, parce qu'il faut que chacun... On ne traite pas forcément de crétins au sein de toutes les familles recomposées. Vous savez, dans les familles, en tout cas moi je sais de quoi je parle, il y a parfois des mots plus haut que l'autre que l'on regrette après. Mais cela dit, sur le fond, est-ce que Jean-Vincent Placé n'a pas, mis à part le ton qu'il emploie, un peu raison, c'est-à-dire sur l'échec de la démarche de Daniel Cohn-Bendit quand on voit le très petit nombre d'adhésions à Europe Écologie depuis les régionales? Alors ça, c'est une vraie question. Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler d'échec, parce que je crois que la campagne d'adhésion, elle n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lancer quelque chose sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ne jure que par Internet, par Facebook, etc. Mais là, on ne fait pas un apéro géant, on fait un parti politique. Et donc, quand on construit un mouvement politique, il faut s'en donner les moyens. Alors aujourd'hui, Europe Écologie et les Verts ont peu de moyens. Ça, peu de gens le savent. Donc, il faut faire une campagne militante. Il faut aller voir les gens. Il faut aller leur donner de la main à la main un bulletin d'adhésion. Vous souhaitez que ça réussisse? Vous pensez pas que c'est une concurrence pour les Verts? Pas du tout. Je crois qu'au contraire, c'est une chance historique pour les Verts de sortir de leur petit cocon, de leur petite coquille. Une image trop centriste pour vous? Pas du tout. Alors là, moi je trouve que Eva Joly, au contraire, nous a beaucoup apporté pendant la campagne des européennes. Elle a continué pendant la campagne régionale. Vous savez, elle aurait pu dire, écoutez, moi j'ai été élue députée européenne, je vais faire mon travail de députée européenne, ce qu'elle fait très bien. Et elle apporte beaucoup au Parlement européen, et ce sont des parlementaires européens de toute tendance qui me l'ont dit d'ailleurs. Donc Eva Joly plutôt que Duflot pour 2012? Pourquoi pas? En tout cas, moi je souhaite qu'il n'y ait pas de concurrence inutile. Si tout le mouvement me sollicite, je me présenterai. C'est ce qu'elle vient de dire à un journal norvégien, Eva Joly. Oui, je ne sais pas. Quel est votre choix, vous? Elle le dit au norvégien. Tout à fait, elle est franco-norvégienne. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Sa candidature, je la vois d'un très bon œil. Meilleure que celle de Cécile Duflot? Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle apporterait plus. Parce que, là, si vous voulez, pour moi, la campagne présidentielle, pour les écologistes, elle est un peu particulière et, disons-le, un peu difficile. Nous n'avons pas, soyons francs, un présidentiable ou une présidentiable. Ni moi, ni Cécile Duflot, ni Eva Joly, ni Daniel Cohn-Bendit ne peuvent prétendre rassembler assez de suffrages pour être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et prétendre, non, mais non, il le sait très bien. C'est pour ça qu'il ne veut pas être candidat, d'ailleurs. Nous n'avons pas non plus vocation à jouer les tribuns populistes. On sait qu'il y a un certain nombre de candidats à jouer ce rôle-là, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Nous ne sommes pas dans ce registre-là. Donc il nous faut trouver une candidature avec une personnalité un peu décalée. Et je crois qu'Eva Joly a de ce point de vue-là beaucoup d'atouts, car elle peut rassembler la famille écologiste. Elle est avec nous depuis le début de l'aventure Europe Écologie, et en même temps sans doute rassembler beaucoup d'autres personnes. En tout cas, moi, il y a des gens qui me le disent et qui viennent me voir en disant ce sera une bonne candidate. Un autre sujet, fallait-il lancer une polémique sur le logement des Bleus en Afrique du Sud? Et ça, juste quelques jours avant le début de la Coupe du Monde. La secrétaire d'État au sport ne reçoit pas beaucoup de soutien après ses critiques, Ramayad donc, et surtout pas celui de sa ministre de tutelle, Roselyne Bachelot. C'est un sujet de Thomas Soulier. Bonjour monsieur, bienvenue à Pézoula. Le Pézoula Resort, un établissement 5 étoiles à près de 600 € la nuit. Pour cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'est l'hôtel le plus cher réservé à une équipe nationale. Coût total 1 million d'euros, trop clinquant selon Ramayad, rapidement taclé par sa ministre de tutelle. J'aurais pas choisi cet hôtel
personnellement, l'Espagne, par exemple, a choisi un campus universitaire. L'Espagne qui fait quand même partie des équipes favorites. Il n'est plus temps de faire des polémiques autour de notre équipe. On a discuté du bien fondé, des choix de Raymond Domenech, de ceci, de cela. Maintenant, allez, stop, on est derrière notre équipe, elle en a besoin. La polémique embarrasse la majorité qui ne prend pas position et préfère siffler la fin de la partie. Et pour en sortir un peu avec l'humour, parce que je pense qu'il faut avoir un peu d'humour, la seule chose que nous attendons tous de l'équipe de France, c'est que sur le terrain, le vrai luxe, ce soit qu'elle se comporte comme une Formule 1. À gauche aussi, on se refuse à commenter la polémique. Mais les propos de Ramayad étonnent et selon le PS, vont à l'encontre de sa politique. J'observe qu'elle est la secrétaire d'État qui a permis les pas les plus importants en matière de transformation du football. On a un foot business de plus en plus lié à l'argent c'est sous son mandat que s'est créée une nouvelle niche fiscale qui permet en compensation de la suppression du droit à l'image aux joueurs professionnels de football de disposer d'un revenu supplémentaire net d'impôts. Au final, l'histoire ne dit pas si en cas de défaite prématurée de l'équipe de France, la facture de l'hôtel sera allégée. Elle a eu raison, Ramayad, ou c'était malvenu, déplacé? Je crois que surtout ça pose un problème pour Ramayad. Quel est son rôle au gouvernement? À quoi elle sert? Et c'était déjà le problème quand elle était secrétaire d'État aux droits de l'homme. Elle lance des petites polémiques, semble-t-il, pour faire parler d'elle. Mais quel poids elle a sur les décisions réelles de la politique sportive, aujourd'hui ou hier de la politique des droits de l'homme. Et je vois un certain nombre de ministres délégués ou de secrétaires d'État dans ce gouvernement qui n'ont visiblement aucun poids sur rien et qui essayent d'exister comme ça par des petites phrases dans les médias. Moi, je trouve ça grave parce que ça décrédibilise la parole politique et ça donne l'impression finalement que le plus utile dans un gouvernement comme celui de M. Sarkozy, c'est de faire parler de soi, mais c'est pas d'agir. Or, on attend des ministres ou des secrétaires d'État qu'ils agissent. Et malgré tout, elle était parmi les plus populaires du gouvernement. Oui, alors peut-être parce que justement, elle est finalement assez déconnectée des affaires du gouvernement et qu'elle ne gère rien dans la politique du gouvernement et qu'elle se contente de commenter les choses, soit de son ministère, soit d'ailleurs. Allez, on va passer maintenant à la journée du mardi. OPS recule sur le cumul. Mardi donc se tenait le Conseil national du Parti socialiste, en quelque sorte le Parlement du parti. Mardine Aubry y a fait entériner le calendrier des primaires tel qu'il avait été adopté par le bureau. En revanche, elle a prudemment battu en retraite sur le cumul des mandats, une façon d'éviter une guerre interne à l'échéance des élections sénatoriales. Hélène Mangiardi. Soulagée, elle se laisse aller à un petit signe de victoire. Le vote sur la rénovation du parti n'était pas gagné d'avance pour Martine Aubry. Dans une salle comble, le parti a finalement voté quasiment à l'unanimité pour la rénovation. Mais pour obtenir ce consensus, la chef du PS a dû transiger. Elle voulait imposer aux sénateurs le non-cumul des mandats dès 2011. Face à la fronde, elle a reculé. Je proposerai, tout en maintenant le non-cumul pour les sénateurs dès 2011, qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, rester à la tête de leur exécutif territorial jusqu'en septembre 2012, date à laquelle les députés devront eux aussi avoir fait ce choix. L'accord entre les sénateurs et le parti a été conclu in extremis, quelques minutes avant le début du Conseil national. Les élus de la Haute Assemblée sont sortis de leur discrétion habituelle pour imposer leur point de vue à la première secrétaire. Je suis heureux qu'elle nous ait entendus, même si à un moment donné, le dialogue a été un peu vif. C'est le principe d'intelligence, de souplesse, de subtilité qu'il a emporté sur un principe d'automaticité qui ne pouvait pas être entendu. Pour les primaires, François Hollande était le seul dans la salle à militer pour un vote avant l'été. Il n'a pas obtenu gain de cause. Le vote est programmé en octobre 2011. Dans les couloirs, certains pensent déjà à la prochaine étape et critiquent l'entente tacite qui pourrait lier Martine Aubry à Dominique Strauss-Kahn et Ségolène Royal. S'il y a peu de candidats parce qu'ils auraient peu de choses à dire aux Français ou de propositions à faire à la France, il y en aura d'autres qui les remplaceront. Ne croyez pas que les choses soient figées. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait une histoire inattendue des primaires. Tout cela ne fait que commencer et il y aura certainement de grandes surprises. Les militants devront encore donner leur aval au projet défendu par Martine Aubry. Ils voteront le 24 juin prochain.
Elle a bien fait, Martine Aubry, de laisser le choix aux parlementaires, au moins jusqu'au sénatorial. Moi, je retiens surtout le fait qu'il y a un engagement extrêmement fort de voter dès 2012 si nous avons la majorité. Et nous, les Verts, nous avons été porteurs de cette revendication de lutte contre le cumul des mandats depuis longtemps. Que vous ne respectez pas tellement, d'ailleurs, hein, quand on voit... Pas en ce qui me concerne, Noël puisque Mamère, moi, je suis... députée maire de Bèle, Dominique Voynet, sénatrice et maire de Montreuil. Oui, et ça montre bien qu'il faut une loi. Et donc, moi, je voudrais saluer l'action de Martine Aubry à la tête du Parti socialiste. On sait que c'était un pari difficile lorsqu'elle a été élue première secrétaire, dans des conditions difficiles. Et depuis, elle a remis non seulement le Parti socialiste manifestement en ordre de marche, au travail, et elle réussit à lui faire prendre des décisions fortes et à faire des choix clairs. Donc c'est une bonne chose. Les fleurs que vous lancez à Martine Aubry, est-ce que vous seriez prêt à participer à cette aventure des primaires ouvertes aux autres partis, il faut rappeler? Alors en revanche, ça, je n'ai pas compris qu'elles étaient très ouvertes pour ma part, puisque j'ai vu que c'était des règles essentiellement internes au Parti socialiste. Il faut avoir le parrainage d'un certain nombre d'élus socialistes, etc. Je crois que là, il y a un autre problème qui se pose, et là, il faudrait des réponses plus claires de la part de Martine Aubry. C'est qu'il faut d'abord, avant de songer à une primaire commune, par exemple, que nous ayons quand même un projet, que nous puissions travailler en commun, une plateforme commune de propositions pour 2012. Avant la présidentielle, un remake de ce qu'avait été le programme commun dans les années 70, mais qui a permis de gagner en 81 d'ailleurs. Et François Mitterrand avait bien vu qu'il fallait une stratégie claire et que la question d'une candidature commune était secondaire. François Mitterrand a été candidat commun des socialistes et des communistes à l'époque, puis candidat séparé, et c'est comme ça qu'il a gagné d'ailleurs. Mais en revanche, il avait dit aux Français, si vous nous donnez la majorité, voilà comment nous gouvernerons, voilà sur quelle base nous gérerons la France. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions. D'ailleurs, l'exemple de la loi sur le cumul des mandats, moi je souhaiterais que nous puissions la déposer ensemble et la travailler ensemble. C'est pas simplement l'affaire du Parti socialiste, c'est l'affaire de toute la gauche, voire peut-être au-delà. Si vous allez seul au présidentiel, quand vous voyez les primaires, comme ça ne peut pas donner des idées aux écologistes, une primaire pour départager Cécile Duflot, Eva Joly? J'ai toujours été favorable. Moi, je l'avais écrit au sein des Verts il y a déjà plusieurs années, pour 2007 notamment, que nous ayons un système qui associe. C'est pas tellement la question d'avoir des primaires, mais c'est de savoir qui décide et d'avoir une base large au-delà des adhérents d'un parti. Nous l'avons toujours fait avec les adhérents des Verts. Mais nous souhaitons là, enfin moi je souhaiterais qu'on aille beaucoup plus large et je crois que ce serait un moyen notamment de mobiliser pour construire Europe Écologie. Alors, faites un pari peut-être sur ces candidatures. En tout cas, mardi, les paris sont ouverts à 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Entre en vigueur la nouvelle loi sur les jeux en ligne. 11 opérateurs, 17 sites se partagent désormais officiellement le fabuleux marché des paris hippiques et sportifs, bientôt le poker. Rien que pour le mondial, 5 millions de Français se disent prêts à parier. Kamal Abdourahim. Ils sont 17 sites de jeux d'argent à avoir reçu un agrément de l'Argel, à être officiellement autorisés en France. Pour l'essentiel, des sites de paris sportifs, le plus urgent à 3 jours de la Coupe du Monde, pour éviter le déferlement de paris illégaux. Le jeu est donc désormais encadré. L'autorité de régulation créée avec la loi s'oppose en rempart contre la fraude, avec campagne de communication à la clé. Marre de vous faire plumer? Jouez uniquement sur des sites agréés. Argel. Il y a des messages de prévention, il y a la création d'un numéro d'appel national pour le conseil aux joueurs en difficulté, il y a pour la première fois le financement des centres de prise en charge des joueurs en difficulté. Malgré ces quelques garde-fous, avec l'autorisation de la publicité sur Internet et à la télévision, on craint l'arrivée de nouveaux joueurs incités par ce nouveau système. Le président de l'Argel s'en défend immédiatement. Bien, quand on veut inciter à jouer, on ne commence pas par encadrer et réguler les conditions de cette publicité. C'est ce que l'État a fait. Il ne l'avait pas fait précédemment. Vous pouviez faire de la publicité, notamment pour les monopoles, sans qu'elle soit encadrée ou limitée. Dorénavant, il y a des règles très strictes d'encadrement et de limitation, et notamment de protection des publics mineurs. Reste maintenant à connaître les noms des sites de poker, dont les agréments seront délivrés plus tard, le 28 juin. Voilà, sujet signé Élise Ecardi. Est-ce que c'est pas une bonne chose de légaliser certains sites plutôt que de laisser les gens parier sur des sites illégaux et non sécurisés? Peut-être, à ce moment-là, on pourrait appliquer ce raisonnement dans bien d'autres domaines. Vous savez, il y a aussi le trafic de drogue douce, de drogue dure. On pourrait dire, mais il vaut peut-être mieux légaliser que de laisser les choses se faire dans l'illégalité. Il faut faire attention à ce genre de raisonnement. La drogue douce, c'est la substance elle-même qui est interdite. Oui, mais vous savez, les jeux d'argent, pour certains, ce sont des drogues.
Pour certains, il y a une addiction. Et d'ailleurs, le responsable de l'agence qui a été créée l'a bien dit. Il l'a dit avec ses mots à lui. Il a dit les joueurs qui ont des problèmes. Les joueurs qui ont des problèmes, c'est les gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur addiction. Mais il y a aussi un autre problème. Vous savez, moi, je suis père de jeunes enfants, mais qui commencent à avoir accès à Internet, à y jouer. C'est normal. On ne va pas priver des enfants de 11, 12, 13 ans d'aller sur Internet. Est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver un jour sur ce genre de site et commencer à jouer, etc. Normalement, il faut être majeur pour jouer, s'inscrire au préalable, envoyer sa carte d'identité. Vous savez bien que c'est difficile. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'après les élections régionales, alors qu'on avait vu la défaite de la majorité, qu'il y avait un sentiment d'injustice très fort dans le pays par rapport à des choix lourds liés à la crise économique, à la crise sociale, à la crise écologique, la première chose qu'on nous a demandé de voter, nous, à l'Assemblée nationale, les députés, c'est la légalisation des jeux d'argent. Et qu'est-ce qui frappe quand même quand vous regardez la tête des personnes qui sont soit actionnaires, soit dirigeants de tous ces sites, c'est les gens qui étaient au Fouquet's le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007. Donc ça crée aussi un sentiment assez malsain dans le pays. Et mercredi encore, c'est à une très courte majorité qu'a été adoptée à l'Assemblée la réforme des collectivités territoriales qui prévoit notamment la création d'un conseiller territorial qui remplacera les conseillers régionaux et généraux. 276 voix pour, 240 contre. Toute la gauche a voté contre. Les centristes se sont abstenus avec un président du groupe Nouveau Centre particulièrement critique sur ce texte. On l'écoute. Nous sommes favorables à la réforme, vous le savez, sur les collectivités territoriales, mais le texte qu'il est proposé là est un texte inachevé. D'abord, il ne répond pas. Inachevé. D'abord, il ne règle pas le problème de la parité, le problème du pluralisme dans le mode de désignation des futurs conseillers territoriaux. C'est inachevé aussi au plan des compétences, à des amendements qui ont été déposés de dernière minute, même pas examinés par le gouvernement. Donc oui, on ne peut pas voter le texte en l'état. Moi, c'est une porte ouverte d'ailleurs à ce que la discussion se poursuive au Sénat. Nous ne sommes pas comme le Parti socialiste qui a fait preuve dans ce débat d'un conservatisme, laissant entendre que tout va bien en France, ne changeait surtout rien. Enfin, franchement, c'est pas responsable. Vous êtes d'accord avec François Sauvadet, notamment sur le mode de scrutin ? Oui, je crois que c'est pas tellement avec François Sauvadet. Si vous voulez, le problème, c'est que c'est un rendez-vous manqué. Nicolas Sarkozy, comme souvent, avait fait des grands discours. On allait voir ce qu'on allait voir, la grande réforme que personne n'avait jamais voulu faire sur les collectivités locales. Il y a eu le comité Balladur. Bon, c'était déjà un peu plus sérieux et un peu plus modéré. Nous avions été auditionnés. Nous avions fait des propositions qui avaient été saluées d'ailleurs. Nous avons ensuite rencontré Monsieur Balladur après, pour montrer notre bon intérêt, notre bonne foi vis-à-vis de cette démarche. Et il y avait des choses intéressantes. La montagne a complètement accouché d'une souris. Et ce qui est pire, c'est que c'est d'une souris manipulée. C'est-à-dire que c'est la manipulation du mode de scrutin. C'est tout ce qui reste dans cette réforme. L'abandon de la dose de proportionnelle, c'est l'échec assuré pour vous aux prochaines élections ? C'est même pas la question que c'est l'échec assuré, c'est que c'est surtout une régression démocratique par rapport à ce qui existe. Alors que normalement, une réforme, c'est fait pour faire des progrès. Moi, j'aurais souhaité que, quand je dis rendez-vous manqué, c'est rendez-vous manqué avec la décentralisation, parce qu'il n'y a pas de nouvelle décentralisation. Rendez-vous manqué avec la démocratisation, car nous aurions besoin de démocratisation des collectivités locales. Et alors, en plus, surtout, rendez-vous manqué avec les deux objectifs que s'était donné le président de la République, c'est-à-dire simplification et clarification. Si vous trouvez un seul élément... C'est quand même l'amorce d'un rapprochement entre le département et la région, donc on supprime une couche dans le millefeuille. Vous savez, c'est vous qui le dites, le fait que des gens cumulent des mandats, puisque là, ils vont cumuler 2 mandats dans 2 assemblées, ça n'a jamais créé de simplification ni de clarification en France. Au contraire, ça a plutôt semé la confusion, les financements croisés. On en crève de ça, si vous me permettez l'expression, en France. Tout le monde veut s'occuper de tout. On n'a rien réglé de ce point de vue-là. Et en revanche, on fait un recul sur la parité, l'égalité homme-femme dans les assemblées au niveau des régionales. Vous pouvez regarder dans tous les conseils régionaux. Il y a une égalité stricte. Il y a forcément des sanctions financières, mais tout le monde dit que ça ne sert à rien. Regardez aux législatives, il y a des sanctions financières. Il n'y a même pas 20% de députés ES à l'Assemblée nationale. Vous appliquerez cette discipline, vous, de présenter des candidats autant que des candidats dans des endroits gagnables. Nous sommes le seul parti qui n'a pas de sanctions financières au niveau national. Et vous avez dit tout à l'heure que nous sommes 3 députés verts, mais vous savez qu'il y a une élection législative partielle, d'ailleurs dans l'ancienne circonscription de Madame Boutin, et c'est Annie Pourcinoff, notre candidate qui a été battue de 5 voix seulement l'année dernière, qui se représente, soutenue par le Parti Socialiste, donc qui a toutes ses chances de gagner. J'invite d'ailleurs tous les électeurs des Yvelines à la soutenir et qui pourrait nous rejoindre et être la 4e députée verte de l'Assemblée nationale. Allez, on va passer, François de Rugy, à la journée de mercredi avec des informations qui arrivent au compte-gouttes sur la réforme des retraites.
C'est donc dans quelques jours que le gouvernement va faire connaître son projet précis pour la réforme des retraites. Et en attendant, il laisse filtrer quelques indiscrétions comme autant de ballons d'essai. Les dernières, une possible hausse du taux de cotisation des fonctionnaires et aussi une taxe sur les plus hauts revenus supérieure à 11 000 €. Chloé Buffard. La CGT a décidé de faire un cadeau à Éric Woerth. Des boîtes pleines de feuilles de pétition, plus de 214 000 signatures pour le maintien de la retraite à 60 ans. Bernard Thibault lance un appel à la mobilisation le 24 juin prochain. Il faut le plus grand nombre d'arrêts de travail possible, avec une participation très forte des salariés du privé et du public, que nous allons naturellement très rapidement informer sur les conséquences de la loi dès que nous connaîtrons la loi. Mais encore une fois, l'entretien d'aujourd'hui confirme que tout le monde va y perdre. Des désaccords sur le fond et sur la forme. Syndicats et opposition n'apprécient pas les fuites successives dans la presse. Après le report de l'âge légal, des sources gouvernementales ont annoncé la hausse des cotisations des fonctionnaires et une taxe sur les revenus de plus de 11 000 € par mois. Mais ce qui est curieux, c'est la façon dont procède le gouvernement. Parce que finalement, il met les partis politiques à l'écart. L'idée d'une conférence nationale de consensus n'a jamais été formalisée par le président de la République, ni même par le Premier ministre, ça a été vaguement évoqué. On met les syndicats à l'écart. On est en train de concocter une réforme là, dans un petit frichti dans son coin. Alors cafouillage ou test de l'opinion? Pour l'instant, le gouvernement refuse de confirmer les mesures. Mais je voudrais préciser que cette concertation se maintenant en ce moment même, ces jours-ci, hier et aujourd'hui, il est évident que malgré quelques informations parues ici ou là, nous n'avons pas encore tranché, je le dis formellement. Éric Woerth dévoilera mardi 15 juin le projet définitif du gouvernement. Alors on voit effectivement que finalement le gouvernement a quand même laissé le temps au débat de s'installer. La CFDT cette semaine a admis le principe d'un allongement, tout en refusant le recul de l'âge légal, d'un allongement des trimestres de cotisation. Est-ce que c'est pas malgré tout l'idée qu'il faudra bien travailler plus longtemps? Et c'est ce que va traduire le gouvernement dans ce projet de loi. Mais là, nous n'en sommes plus au stade des idées générales ou des propositions générales. Nous voyons bien que le gouvernement, c'est un peu une stratégie, je ne sais pas, de l'effeuillage. Je ne sais pas, c'est parce que l'été approche, donc chaque jour, il y a une petite feuille qu'on nous lâche comme ça, on sème à tous les vents. Alors, il y a eu d'abord le recul de l'âge de la retraite, parce que là, c'est clair, hein, on va aller au-delà des 60 ans. Il y a les cotisations sur les fonctionnaires. On nous parle d'une taxe sur les plus hauts revenus, mais... Ça, c'est quelque chose qui devrait vous plaire? Tout à fait, mais des revenus de plus de 11 000 € par mois, bon, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui gagnent plus de 11 000 € par mois, et je pense que des gens qui gagnent d'autres sommes pourraient être mis à contribution. On ne parle pas des revenus du patrimoine, on ne parle pas des revenus du capital, on ne parle pas du bouclier fiscal. Donc on voit bien que, en fait, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a un projet qui est déjà ficelé. On en lâche par petits morceaux les éléments. Il n'est pas négocié. Il n'est pas négocié. Il y a des consultations. Nous avons rencontré M. Woerth. Il a consulté les partis politiques. Donc, je suis allé avec Cécile Duflot le rencontrer. Il nous a dit, il n'y a pas de négociation, c'est consultation, décision. Voilà, lui, sa conception du dialogue social. Le gouvernement, il a la majorité, il décide, s'il négocie, ça ne sera jamais terminé, les retraites. Je vous rappelle que les cotisations sociales, dans notre pays, les caisses d'assurance vieillesse, comme les caisses d'assurance chômage, elles sont co-gérées par les partenaires sociaux. Et donc ce serait quand même logique qu'il y ait une vraie négociation. Et surtout si on voulait faire une réforme qui sauve durablement notre système de retraite par répartition, qu'on en était vraiment convaincus, tous, parce que la droite dit qu'elle veut le faire, mais elle ne s'en donne pas les moyens. Eh bien, on mettrait tout le monde autour de la table. Ça prendrait un peu plus de temps, c'est vrai. Mais on aurait des mesures beaucoup plus fortes et beaucoup plus durables. On pourrait discuter de l'allongement de la durée de cotisation. Oui, comme on pourrait discuter du niveau des cotisations. Cette réponse démographique qui va, à un moment donné ou à l'autre, s'imposer, parce qu'elle s'est imposée partout en Europe. Ce n'est pas une question démographique, c'est une question, en réalité, d'effort que l'on est prêt à faire. Alors, quelle est la mesure la plus forte chez les Verts? Parce que le week-end dernier, on n'a pas très bien compris le fond des propositions des Verts. Mais nous arrêterons une position à notre Conseil national qui a lieu dans une semaine. Donc c'est tout proche. C'est une réforme urgente. Donc. Oui, tout à fait. Mais enfin, nous avons pris aussi la peine de rencontrer les syndicats, de rencontrer un certain nombre d'acteurs, de travailler sur des modèles de financement, de doser, parce que c'est une question de dosage. C'est pas une mesure. Vous êtes pour un allongement de la durée des cotisations? Nous sommes en tout cas des défenseurs acharnés de la retraite à 60 ans. Du droit
à la retraite à 60 ans. Personne n'est obligé de partir à 60 ans, on est bien d'accord, mais on a un droit. Et à partir de ce moment-là, chacun peut calculer la retraite à laquelle il aura droit et faire un choix entre travailler plus longtemps et gagner peut-être un peu plus ou décider de s'arrêter et de gagner peut-être un peu moins. Nous sommes aussi pour qu'il y ait un minimum pour tout le monde. Nous nous fixons à 85% du SMIC parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a quand même des carrières très erratiques, des gens qui auront énormément de mal quoi qu'on fasse. Et aligner le régime des fonctionnaires, qu'il y ait une convergence publique-privée, tout à fait. Mais ça ne peut se faire que dans la négociation par exemple. Si vous ne faites pas la négociation, vous irez au blocage. Finalement, vous êtes assez d'accord avec certaines dispositions annoncées. La mesure phare du gouvernement, c'est la retraite à 63 ans, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. Et nous, c'est la retraite à 60 ans. La question de la durée de cotisation doit être mise en balance avec la question du niveau de cotisation. Est-ce qu'on est prêt à augmenter les cotisations ou est-ce qu'on préfère allonger la durée de cotisation? C'est ça le débat. Est-ce qu'on est prêt à trouver des nouvelles ressources, notamment sur les plus hauts revenus, sur les revenus financiers, les revenus de l'épargne? Voilà ce qu'il faut discuter. Vous avez vu qu'en Grande-Bretagne, un gouvernement conservateur et libéral a décidé, pour les efforts qui seraient demandés aux Britanniques, de faire une consultation populaire. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir juger qu'est-ce qu'il a. Pourquoi on ne l'aurait pas fait sur les retraites? Moi, j'aurais trouvé ça intéressant. D'accord. Ce mercredi encore, c'est Christine Boutin qui se retrouve dans le collimateur du Canard enchaîné. On y apprend que l'ancienne ministre du Logement a été chargée par Nicolas Sarkozy de mener une mission sur le thème de la mondialisation. Rémunération personnelle 9 500 € net par mois. En ce mercredi matin, l'ancienne ministre communique tous azimuts. Cet argent, dit-elle, elle le mérite. On l'écoute. C'est du raisonnement de très bas étage. Quand on a une mission importante et légitime, capitale, profonde, il faut avoir un minimum de moyens. Vous êtes dans mes bureaux, vous voyez qu'ils n'ont rien de luxueux, ils sont corrects, mais ils n'ont rien de luxueux. Je n'aurais pas accepté cette mission si je n'avais pas un minimum de moyens. Donc, minimum de moyens. Jeudi soir, elle a annoncé qu'elle renonçait à sa rémunération pour cette mission. Elle a bien fait ? Heureusement, mais vous savez, moi j'oscille un petit peu quand je vois ça entre l'écœurement et la pitié. L'écœurement par rapport à ce système, parce que c'est un système autour de Nicolas Sarkozy. Pendant longtemps, c'est en toute légalité qu'elle le fait, faut le préciser. Oui, mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Je veux dire qu'on avait un peu, à une époque, on dénonçait l'argent roi, mais là j'ai l'impression que c'est le roi et l'argent. Tout se règle avec de l'argent. Même des partenaires politiques, on les achète, puisque c'est ça que ça veut dire. On parlait des paris sur les jeux d'argent. On peut sérieusement penser que Nicolas Sarkozy, qui est président de la République, qui a quand même pas grand-chose à craindre de Christine Boutin, même par rapport à 2012, ait pu l'acheter en lui donnant une mission. Vous croyez vraiment que c'est pour avoir ses pensées profondes sur la mondialisation qu'il lui a donné ce contrat à 9 500 € par mois, avec 4 collaborateurs, avec des bureaux, une voiture avec chauffeur, quelqu'un qui a une retraite de député et qui est conseillère générale à côté? Excusez-moi, si c'est pas, ça sera peut-être passionnant, le rapport de Christine Oui, Boutin. déjà c'est une drôle de façon d'aborder, et ça c'est quand même des questions graves, les conséquences sociales de la mondialisation en s'attribuant un salaire et en disant que c'est tout à fait normal de s'attribuer un salaire de 9 500 € par mois. C'est plus que le plafond auquel sont soumis les élus de la République, les sénateurs et les députés qui cumulent les mandats. C'est pas mon cas, mais ceux qui cumulent, ils sont plafonnés à 7 500 € par mois, ce qui est quand même déjà pas mal. Il faut quand même garder un peu les pieds sur terre quand on est avec des responsabilités politiques. Et ce serait pareil pour des hauts fonctionnaires. On me dit, ah mais s'il y a des hauts fonctionnaires qui sont payés plus, est-ce que c'est normal? Moi j'avais dit une fois, quand Nicolas Sarkozy était parti en vacances aux États-Unis et qu'il en avait pour 22 000 € la semaine, j'avais dit c'est 22 fois le SMIC. Certains m'avaient dit, vous n'allez quand même pas tout compter avec le SMIC. C'est quand même un étalon. Moi je sais que je gagne 5 ou 6 fois le SMIC par mois. C'est un peu démagogique aussi, non? Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. On est en période de crise. On est en période où on sait qu'on va demander des efforts aux Français, des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires ou une retraite plus petite. Vous imaginez une personne qui touche... Moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour dans ma permanence et dit, vous savez que vous gagnez en un mois ce que je gagne en un an. Je lui dis oui, malheureusement, je sais que ça existe dans notre pays. Est-ce que vous imaginez la réaction? Ça peut quand même créer un sentiment de révolte. On a déjà un sentiment d'injustice. Est-ce qu'on veut en plus rajouter dans notre pays un sentiment de révolte? Alors, justement, Christine Boutin, donc, qui a renoncé à son indemnité, a évoqué à ce propos, son indemnité pour cette mission, a évoqué une jurisprudence à partir de son cas. Le ministre du Travail, Éric Woerth, évoque une réforme plus générale pour rendre impossible le cumul d'une retraite de parlementaire et d'un salaire qui serait lié à une fonction publique, comme celle par exemple de ministre. Les cas existent, Thomas Raguel a constaté. L'affaire Boutin aura au moins permis de mettre en lumière une pratique tout à fait légale, le cumul emploi-retraite d'anciens parlementaires.
Ce matin, Éric Woerth jetait un pavé dans la mare en proposant une réforme. La première, c'est de rendre, au fond, non cumulable, car c'est ça le problème, la retraite de parlementaire, toucher sa retraite de parlementaire, c'est le cas de Madame Boutin, et une rémunération publique liée à une fonction publique. Donc je pense que ça, c'est aujourd'hui légal. Nous pouvons évidemment le rendre illégal et nous pouvons l'empêcher. Christine Boutin n'est pas un cas isolé. Ce matin, Henri de Rincourt, ancien sénateur et actuel ministre des Relations avec le Parlement, nous confiait cumuler les deux revenus. Je n'ai pas le nombre d'années nécessaires pour percevoir la retraite globale de parlementaire. Vous en percevez pas une partie en tout cas dans cette ministre ? Une petite partie sans doute, oui. Et quand Éric Woerth demande à Christine Boutin de choisir finalement, ça vous paraît normal ? Ou un peu précipité justement? Ça me paraît pas. Ce que je pense, c'est qu'en réalité, il faut absolument remettre tout ça à plat. Tout remettre à plat, ce serait aux parlementaires d'en décider dans l'éventualité d'une réforme. Pour certains, il faudra alors bien prendre en compte les cas particuliers. Il y a aussi un certain nombre de collègues, dont je suis, qui est sénateur et qui touche sa retraite de fonctionnaire. Parce qu'on a dépassé l'âge de 65 ans même, qui est l'âge légal de la retraite des fonctionnaires, c'est pas 60 ans contrairement à ce qu'on dit. Je perçois, parce que j'ai cotisé toute ma vie, et j'ai perçu ma retraite de fonctionnaire, j'aurais été cadre du privé, ça aurait été pareil. La diversité des situations ne manque pas. Outre les activités professionnelles passées, nombreux sont les parlementaires qui perçoivent une retraite pour d'anciens mandats locaux. Alors Roselyne Bachelot a reconnu un cumul, elle en a parlé aussi pour Michel Alliot-Marie. Est-ce qu'il faut rendre ce genre de choses impossible, au moment d'ailleurs où on veut développer le cumul emploi-retraite? Oui, excusez-moi, c'est pas tout à fait de même nature. D'ailleurs, le cumul emploi-retraite, on pourrait en parler, parce que si c'est des gens qui ont une toute petite retraite et qui sont obligés d'avoir un emploi à côté, ça se comprend, et d'ailleurs c'est un peu choquant qu'on soit obligé d'en arriver là. Si c'est des gens qui ont des retraites assez importantes, qu'ils ont acquis notamment dans la fonction publique, notamment on le sait dans l'armée par exemple, et qu'ensuite ils ont un autre emploi grassement rémunéré, ça peut quand même poser question. Et là, tout ce qu'on voit, c'est quand même scandaleux. Enfin, je veux dire, ce sénateur qui explique que bah oui, c'est normal, il touche sa retraite de fonctionnaire, alors qu'il n'a sans doute pas assuré l'ensemble de ces années de fonctionnaire. Parce que c'est ça que nos concitoyens doivent savoir, c'est que par exemple à l'Assemblée nationale, jusqu'à l'année dernière, quelqu'un qui était fonctionnaire, qui était député, il pouvait cotiser dans les deux endroits, il travaillait pas dans la fonction publique, mais à la fin il avait une retraite à taux plein de fonctionnaire. Ça vient juste d'être fini. C'est insupportable tout ça, il faut vraiment mettre de l'ordre dans tout ça. Et alors quand certains disent alors, oui mais concrètement qu'est-ce qu'on fait quand on est aligné sur le régime général, c'est quand même pas compliqué. Quand on est un élu, eh bien c'est comme un salarié qui change de fonction. Quand il change de fonction, il garde pas la retraite de l'ancienne fonction, de l'ancienne entreprise. Donc, quand on est retraité parlementaire et on est investi d'une mission, on la fait gracieusement, quoi qu'il arrive. Soit on la fait gracieusement, soit on abandonne sa retraite de parlementaire. Les choses sont simples. Ce sont des missions ponctuelles. Parce que quand on est ministre, enfin moi je découvre ça, je ne savais même pas qu'un ministre pouvait cumuler son traitement de ministre. Vous savez combien c'est, entre 10 et 20 000 euros pour le Premier ministre. 20 000 euros pour le Premier ministre. Eh bien, il a en plus une retraite de parlementaire. Mais on rêve, on a complètement décollé de la réalité. C'est pas possible de supporter des choses pareilles au sein d'une république. Sachant qu'un ministre reste généralement assez peu de temps, ou disons de façon temporaire. Mais oui, mais aujourd'hui, un ministre qui était parlementaire, il retrouve automatiquement son siège de sénateur ou de député s'il le souhaite. D'ailleurs, Madame Boutin aurait pu le faire. Et elle ne l'a pas fait, mais elle a sa retraite parce qu'elle a plus de 60 ans. Vous savez quand même que le régime de retraite des députés et des sénateurs est très lourdement déficitaire. Donc ça, toutes ces petites choses-là, elles aggravent encore le déficit du régime de retraite des parlementaires. Allez, avant le congrès du parti, tout autre chose. Donc maintenant, avant le congrès du parti, ils disent « Goodbye PC ». Ça se passe jeudi. La révolte couvait depuis de longs mois au Parti communiste, mais jeudi, quelques 200 militants ont officialisé leur départ du parti. Parmi eux, les députés Patrick Braouzek ou Jacqueline Fraisse, l'ex-maire de Nanterre. Le parti leur semble aujourd'hui totalement dépassé. Flora Sauvage. Ils sont 200 à claquer la porte du Parti communiste. À une semaine du congrès du PC, ils souhaitent rompre avec un parti plombé par une conception dépassée de la politique. Moi, je ne quitte pas le communisme, je quitte le parti. Et c'est plus pour moi le parti qui est un obstacle aujourd'hui justement à une hypothèse communiste que le mot communiste lui-même. Il y a de la déception parce que j'ai pensé longtemps, et je l'ai dit plusieurs fois, j'ai été très heurtée en 2007 de l'attitude du Parti communiste. Je ne l'ai pas quitté
Parce que j'ai encore voulu croire, j'ai encore voulu penser qu'avec le résultat de la présidentielle, Marie-Georges Buffet, enfin tous ces événements, le Parti communiste allait bouillonner d'idées, voilà. Et puis non. Pour l'historien Roger Martelly, ce départ est un cri d'alarme lancé à l'ensemble de la gauche. Nous pensons que le parti pris communiste, comment dire, cette passion de l'égalité qui est au centre du communisme reste plus moderne que jamais, mais pour que ce communisme politique vive, il faut qu'il se change en profondeur, qu'il change son projet. Et pour continuer à répandre les idées communistes qui les animent, il projette de rejoindre la Fédération pour une alternative sociale et écologique de Clémentine Autain. Alors François de Rugy, le Parti communiste a voulu s'ouvrir à une stratégie d'ouverture en formant le Front de gauche. Et pourtant, visiblement, ils n'ont pas su assez changer, en tout cas pour beaucoup de responsables. J'avoue avoir du mal à comprendre. Autrefois, on disait qu'il y avait les kremlinologues, les spécialistes du Kremlin qui savaient décoder le langage du Kremlin. Moi, je ne suis pas un kremlinologue, même au Parti communiste français, donc j'ai un petit peu de mal à décoder tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de courants au sein du Parti communiste. Je l'ai découvert puisque nous siégeons avec les députés communistes à l'Assemblée nationale, dans l'indépendance des idées de chacun. Il y a quelques apparentés. Je ne suis pas persuadé, personnellement, de l'avenir, de la modernité, comme le disaient certains intervenants, du communisme. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs ce qu'est le communisme aujourd'hui. Ce que je crois en revanche, c'est que le Front de gauche, finalement, c'est une démarche qui n'est pas si éloignée. D'ailleurs, il paraît qu'ils veulent s'inspirer d'Europe Écologie, c'est-à-dire d'élargissement, d'ouverture, de renouvellement de la gauche, on va dire contestataire, protestataire. Ça, je crois que c'est utile, parce que je crois que dans notre pays, et je le vois, moi, y compris dans les relations que j'ai avec mes concitoyens dans ma circonscription, il y a des gens qui se reconnaissent plus dans cette gauche contestataire que dans la gauche gestionnaire. Est-ce qu'il est devenu impossible dans des partis comme les vôtres d'avoir des instances trop centralisées ? Oh bah c'est sûr que les pratiques démocratiques, mais bon, les pratiques des Verts ont toujours été très différentes de celles du Parti communiste. Nous, on n'a jamais été centralisés, même parfois trop peu. Des militants qui disent que Daniel Cohn-Bendit est un peu trop présent, un peu trop... Oui, c'est différent. Ça, c'est la relation au leader. Nous n'avons pas une culture du leadership fort, et parfois ça nous manque un peu d'ailleurs. Mais vous parlez de rassemblement de la gauche. Est-ce qu'on pourrait avoir un rassemblement qui va de Mélenchon à Cohn-Bendit ? Mais moi, vous savez, j'avais dit avant les élections régionales que je souhaitais qu'on crée les conditions d'un dialogue qui puisse déboucher sur un rassemblement. Il faut encore que les gens le veuillent, qui aille du Front de gauche même jusqu'au MoDem, en passant par le Parti socialiste et Europe Écologie. Et je crois que depuis les européennes, il y a des divergences très fortes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais le nucléaire, par exemple, la tradition du PC, de la CGT, c'est pas la même que la vôtre. On l'a vu dans le débat sur le Grenelle de l'environnement, où le PC a soutenu l'UMP sur les éoliennes, enfin contre les éoliennes. Bon, moi je crois qu'il y a des sujets qui peuvent nous rassembler, et puis surtout il faut discuter, échanger pour voir ce qui nous rassemble, voir ce sur quoi nous divergeons et voir si on peut trouver des compromis. Mais ça c'est valable aussi entre Europe Écologie et Parti Socialiste. Moi je souhaite en tout cas que le socle d'une future majorité ce soit Europe Écologie, Parti Socialiste. On passe à l'actualité de vendredi, c'est jour de foot. Eh bien évidemment, François de Rugy, on ne saurait terminer cette émission sans parler pronostic, football, passeront-ils ou non le premier tour? Bien évidemment, on a trouvé certains de vos collègues, députés donc, qui ont un avis sur la question. La France, on a des bons joueurs, mais on n'a pas d'équipe. J'espère qu'on va quand même se qualifier pour les huitièmes, mais je crains que non. Là, je parle en tant que sportif. Cette équipe, elle a tous les défauts. Elle est donnée perdante, elle est donnée trop riche, elle est donnée trop gâtée, elle est donnée trop souffrante, elle est donnée trop mal entraînée, elle est donnée dans de mauvaises conditions. Eh bien, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. C'est plutôt bon signe. Généralement, quand on est donné gagnant, on perd. Et quand on est donné perdant, on a plutôt de bons résultats. Quand on met en face de l'équipe de France, dans la graduation des choses, l'équipe B de Chine, et que la France se fait battre 1-0, j'ai regardé le match, mais c'est d'une nullité complète, excusez-moi. J'ai pas vu de jeu. Je suis capitaine de l'équipe de foot de l'Assemblée nationale, moi. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Par exemple, une finale Brésil-Espagne et que le meilleur gagne. L'Allemagne qu'on cite jamais avant une Coupe du Monde et qui se retrouve de toute manière toujours dans le dernier carré. L'Italie, c'est exactement pareil. La France qui gagne contre le Brésil 3-0. Ah oui, vous êtes vraiment nostalgique. Très.
Allez, France-Brésil 3-0 en finale de ce mondial. Votre pronostic à vous? J'aurais bien du mal à me livrer un pronostic. Moi, je ne fais pas de paris, d'ailleurs, pour revenir à ce que nous disions au début. C'est vrai que, comme beaucoup de Français, on a un peu de mal à comprendre la stratégie de Raymond Domenech. On a peut-être même un peu décroché. Enfin, la passion n'est peut-être plus totalement là. Et on est sans doute beaucoup à être un peu nostalgique, en effet, de 98, parce que là, on avait vibré. Moi, je me souviens très fortement. Ou même, encore de 2006. Vous forcez à y croire quand même, comme certains de vos collègues? En tout cas, oui. Moi, je suis toujours attaché au football. Vous savez, à Nantes, il y a une équipe de football qui souffre aussi beaucoup, donc nous savons ce que c'est. Nous avons un peu de... Là, nous nous sentons un peu en empathie avec l'équipe de France de ce point de vue-là. Et je crois que rien n'est jamais perdu. Il y aura quelques interruptions de séance pour des matchs importants. Peut-être, je ne sais pas. Il ne faut pas non plus tout voir à travers le prisme du foot. Mais en tout cas, je regarderai les grands matchs de la Coupe du Monde, y compris si la France n'est plus sélectionnée, même si moi, je suis un peu cocardier en la matière. Donc c'est surtout la France qui m'intéresse. François de Rugy, merci beaucoup. Merci. On doit se quitter, malheureusement. Donc on vous laisse sauter dans votre TGV pour Nantes, justement. Bon retour et bon foot à tous. Hein. Voilà, et bien on se retrouve sur la formule consacrée la semaine prochaine, même lieu, même heure. Au revoir. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. Comment Marine, de son prénom, se démarque-t-elle tout en respectant la marque Le Pen? Quel est son style? Et ce style lui permettra-t-il effectivement de succéder à son père? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, celle que beaucoup voient déjà à la tête du Front National. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Ce soir à 23h45 sur Public Sénat. Bonjour, je reçois cette semaine Muriel Mayette, qui est administrateur général de la Comédie Française, et Marcella Yacoub, qui vient d'écrire De la pornographie en Amérique, ou La liberté d'expression à l'âge de la démocratie délibérative. Muriel Mayette, bonjour, merci d'être avec nous. Vous dirigez la Comédie Française, institution parmi les institutions, qui est aujourd'hui, doit avoir 330 ans à peu près. Au moins. Doit être à peu près ça. Au moins. 1680, la Comédie Française. Et donc, voilà, l'occasion pour nous de faire une sorte de bilan perspective avec vous et puis d'aborder quelques-uns des sujets qui vous ont conduit à innover dans vos fonctions. Vous avez été la première femme nommée à la tête de cette vénérable institution. Donc, voilà, quels sont les grands axes de ce qui est à venir, puisque la saison là vient de s'achever. Comment préparez-vous la saison future? D'abord sous le thème de la diversité, parce qu'on fait énormément de créations complémentaires. On a 18 créations la saison prochaine. Et avec les reprises, on a une trentaine de titres à l'affiche entre nos 3 salles. Mais surtout, je développe énormément les tournées. Les tournées internationales. On va, à la rentrée prochaine, être dans une tournée historique en Russie. On va commencer à Novosibirsk, on va à Omsk, à Ekaterinbourg, Moscou, Saint-Pétersbourg, et on finit à Kaliningrad avec le mariage de Figaro de Beaumarchais. Et puis aussi, on travaille de plus en plus avec des cinéastes. Alors on va venir au cinéaste, qui est une des innovations que vous avez initiées précisément. Mais auparavant, on va